Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, on consacre l'émission à une chose si essentielle pour nous tous, c'est le repos. On en a tous besoin, mais pas toujours forcément facile à prendre, ce repos. Alors comment le repos a évolué au fil du temps? On va découvrir que le repos a une histoire, et oui, et notre invité nous la raconte ce soir, c'est-à-dire c'est parti. Bonsoir Alain Corbin. Bonsoir. Un petit temps de repos avec vous ce soir. Non, c'est-à-dire, vous êtes historien d'un genre un peu particulier puisque vous êtes un spécialiste mondialement reconnu de l'histoire des sensibilités, l'histoire des émotions. Vous avez écrit une histoire du son, de l'odorat, du silence. Quand je dis histoire du son, d'ailleurs, c'est très précis puisque c'est histoire des sons dans les campagnes du 19e siècle. C'est quand même très pointu. Comment est-ce qu'on retrace des histoires comme ça qui sont, par définition, des histoires assez impalpables, assez immatérielles? En ce qui concerne le son, ce n'était pas impalpable, c'était les cloches. C'était la façon dont étaient animées les cloches, la rhétorique des cloches. Les campagnes ne pouvaient pas vivre sans cloches. Donc, à l'époque, c'était quelque chose de très factuel. Très factuel, finalement. Et c'est ce sur quoi vous vous appuyez pour raconter cette histoire, cette fois-ci, du repos. C'est chez Plon. Comment vous est venue l'idée d'enquêter sur le repos? Est-ce que vous-même, vous aviez envie d'un peu de repos? Non, d'abord parce que j'avais écrit quelque chose sur le silence, sur l'ignorance. Donc le repos, ça allait un peu de soi. Et une suite du silence. Et j'étais frappé aussi par le fait qu'aujourd'hui, on n'emploie plus tellement le mot. Ce qui me frappe, c'est les gens qui vous disent « Oh, je voudrais me décompresser, je voudrais me détendre, je voudrais me retrouver, je voudrais un temps à moi, etc. » Ça ne vous frappe pas, ça? C'est vrai. Vous pensez que la définition même du repos, finalement, a évolué au fil du temps? Oui, parce que quand j'étais jeune, ce qui était encore la civilisation industrielle, le repos s'opposait à la fatigue. Et on disait « Oh, je suis fatigué ». C'était la fatigue, c'était une fatigue du travail, physique et du travail essentiellement. Donc rien que sur cette longueur de vie, si vous voulez, il me semble qu'il y a eu une évolution. Mais alors cette évolution, si on se reporte au millénaire, ou au Moyen-Âge. Oui. On va y revenir, bien sûr. Vous disiez qu'on se sentait fatigué à l'époque, que le repos était en lien très direct avec cette fatigue physique. Oui. Pourtant, aujourd'hui encore, les sondages le montrent, les Français se disent avant tout fatigués. Est-ce que, pour le coup, on se repose moins bien aujourd'hui qu'hier? Je pense que le repos n'a pas le même sens. Voilà. Et on ne recherche pas exactement la même chose quand on éprouve ce besoin. Et encore une fois, quand je dis se détendre, oui, c'est pas la même chose que ce qui était le travail que par exemple, Charlie Chaplin représente dans les temps modernes. Vous connaissez ce film. Et c'est d'ailleurs, effectivement, cette notion de repos qui évolue beaucoup. Vous le montrez dans votre livre. D'abord, le repos éternel, qui est la vision religieuse du repos, puis le repos comme remède, le repos thérapeutique. Vous donnez, par exemple, l'exemple des sanatoriums, les premiers sanatoriums, le temple du repos, et puis l'arrivée des congés payés, de la réduction du temps de travail, un repos qui vient compenser l'énergie dépensée au travail. Voilà. Alors, vous avez fait allusion au repos éternel, mais c'est pendant plus de 1000 ans. Pendant plus de 1000 ans. Que c'était d'abord le repos, c'était d'abord l'aspiration au repos éternel, le salut. Les prêtres ne cessaient de dire il faut faire votre salut. Et quand il y avait une catastrophe tellurique, volcan, etc., on disait c'est Dieu qui châtie le peuple, qui ne prépare pas suffisamment son salut, qui ne prépare pas son repos éternel. Et paradoxalement, alors la notion de repos dans la vie, dans le quotidien, est très mal vue. C'est pas quelque chose qu'on doit, à laquelle on doit accéder, qu'on doit mettre en avant. Au contraire, c'est de la paresse, c'est la fainéantise. Finalement, il faut être sur le qui-vive. Non, la paresse est un péché capital. Hein. Non. Oui, c'est ça. Ce qu'il y a, c'est que à partir de la Renaissance, on commence à se préoccuper du retrait, ce qu'on appelle nous la retraite. On se met en retrait de la vie professionnelle, la retraite. De l'agitation.
se retirer de l'agitation de la cour, de la ville, etc. De Montaigne, XVIe siècle, La Rochefoucauld, XVIIe, XVIIIe, ensuite La Bruyère d'abord, enfin XVIIe, puis Diderot, etc. Tous ces gens-là ont pensé au retrait qu'ils allaient prendre. Il faut savoir, quand on est vieux, se forger un repos. On se met en retrait volontairement de l'agitation du monde. De l'agitation. La notion d'agitation est absolument essentielle pour comprendre le repos à ce moment-là. C'est-à-dire que c'est échapper à l'agitation, essentiellement, le repos. Et pour Pascal, par exemple, qui a beaucoup travaillé sur la notion, oui. Oh, travaillé, non, mais dans ses pensées, oui, revenu sur la notion, il lui semble que l'individu, en fait, n'aime pas être tout seul à lui-même. Il se fait peur et il aime l'agitation. Or, Pascal critique cet amour de l'agitation et trouve qu'il faudrait plutôt rester à chercher Dieu, finalement, et trouver Dieu en repos. Et ce retrait et de l'agitation est quelque chose de fondamental. On aime être tranquille dans ce milieu, on n'aime pas les fâcheux, c'est-à-dire on dirait les casse-pieds aujourd'hui, si vous voulez. Donc il y a, et en même temps, il y a un courant spirituel qui met en avant un très beau mot, à mon avis, c'est la quiétude. La quiétude. C'est un très beau mot, la quiétude. Oui, c'est vrai. On pourrait aujourd'hui rechercher la quiétude. On n'a gardé que son contraire, l'inquiétude. Mais la quiétude a été prônée par nombre de mystiques, Saint François de Sales, par exemple, qui a vendu son livre, dont le livre a été lu par des centaines de milliers peut-être de jeunes filles. Il prônait la quiétude. Ça a été aussi l'objet de lutte sociale pour atteindre ce droit au repos. On reparle des congés payés, de la semaine de 40 heures, on est en 1936. Oui. Et alors, paradoxalement, cet acquis à l'issue des luttes sociales n'était pas forcément si évident que ça, en tout cas pas pour tout le monde, puisque j'ai découvert en vous lisant que Karl Marx, défenseur des classes laborieuses, voyait carrément dans le repos un instrument du capitalisme. Expliquez-nous ça. Peut-être faut revenir un peu en arrière pour comprendre ça. Il y avait le repos dominical, on n'aura pas le temps d'en parler, mais c'est quelque chose d'essentiel. Mais le repos, pour un artisan, pour un paysan du XVIIIe, du début du XIXe siècle, ce n'est pas le repos de l'ouvrier auquel vous faites allusion. Le repos de l'artisan était entremêlé de petits temps de loisirs. Moi, j'ai connu ça à la campagne dans les années 40, où le fait que l'ébéniste, il s'arrêtait, il allait boire un petit coup au café, il discutait avec un client. Et ça, c'était pas une bonne chose ? Mais s'il était fatigué, en quelque sorte, il prenait son temps d'infuser des moments de repos dans son travail et dans sa vie. Alors que ce à quoi vous faites allusion, la civilisation industrielle, c'est celle de l'usine, avec ses sifflets, ses horaires, et cette absence de temps libre. Et ce fait-là même qui a imposé aux scientifiques d'étudier la fatigue. Et le repos qui apparaît petit à petit comme un remède, la fatigue un médicament. Et surtout, et surtout l'idée qu'il y a dès l'école, si vous voulez, une menace de surmenage. Et la notion de surmenage est absolument essentielle. À la fin du 19e, c'est elle qui impose ce à quoi vous avez fait allusion, c'est-à-dire les 3-8. Voilà. Toute l'évolution du repos et toute l'histoire du repos dans ce livre passionnant. On a encore évidemment plein de choses à découvrir sur l'histoire du repos. C'est chez Plomb. Merci Alain Corbin d'être venu sur notre plateau. Tout de suite, on retrouve nos amis de C'est dans l'air. Bonne émission à vous.